Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici le journal préparé par notre rédaction. Cela fait 2 semaines que plusieurs quartiers de Koné subissent des coupures d'eau et les premières conséquences se font ressentir tant au niveau des entreprises que pour les familles, vous le verrez. Nous avons une forte concentration de métaux lourds dans nos organismes. On vous le disait hier, c'est le résultat d'une enquête restituée aujourd'hui à Koné. Ce soir, nous allons plus loin avec notre invitée, Dr Sylvaine Cordier, coordinatrice scientifique de Metexpo. Le challenge Michelet fête ses 20 ans au Mont d'Or. 350 jeunes de tout le pays participent à l'événement. Au programme du jour, visite guidée de la tribu de Saint-Louis. Et ce sont les jeunes eux-mêmes qui nous feront découvrir leur environnement. C'est une guérisseuse pas comme les autres. Eliane soigne avec des plantes médicinales. Aujourd'hui, c'est une praticienne reconnue puisqu'elle cotise à la CAFAT. Maria, notre médecin généraliste, est allée à sa rencontre. C'est la suite de notre feuilleton. On vous en parlait hier, nous avons une quantité de métaux lourds importante dans notre corps, plus élevée que la moyenne mondiale. C'est le résultat de l'étude menée par le Centre national de recherche technique. Les chiffres sont parlants. Au niveau du chrome, par exemple, 47% des adultes dépassent les valeurs de référence internationale mondiale et 90% des enfants. Concernant le nickel, 9% des adultes et 13% des enfants dépassent les moyennes. De quelle manière sommes-nous exposés à ces métaux lourds? Pour le comprendre, Vanessa Kédé a suivi à Vaud des chercheurs qui ont participé à cette étude. La lingette va particulièrement prélever les poussières qui collent aux mains en fait, des enfants ou des adultes. Le port des gants est obligatoire pour éviter de contaminer la lingette qui sert à prélever la poussière. L'idéal est de procéder au prélèvement au milieu de la pièce. Et on essaye de ne pas être passé sur l'endroit avant le prélèvement pour ne pas avoir amené de la poussière nous-mêmes en fait, de l'extérieur. Donc la lingette va être passée d'une certaine façon en fait, hein. Et entre chaque mouvement en fait, on va plier en deux la lingette pour bloquer la poussière à l'intérieur. Une lingette permet de prélever à peu près 20 mg de poussière. Et cette poussière en fait, qui est sur la lingette va ensuite être mise dans des tubes de prélèvement. Une fois dans les tubes, l'échantillon est prêt pour analyse. À l'extérieur, un autre prélèvement est effectué. Rien que la surface du sol est prélevée et en petite quantité. Quelques milligrammes suffisent pour effectuer l'analyse. Et ça va nous permettre de caractériser le sol en métaux et voir par rapport à ce qu'on a trouvé dans la maison, voir si c'est le sol extérieur qui contamine l'intérieur de la maison ou si c'est autre chose, parce que dans la maison, on pourrait être aussi contaminé par des poussières qui volent, qui viennent de beaucoup plus loin. Mais pour l'instant, on s'intéresse à la proximité par rapport au sol. Si on trouve des différences, on peut alors faire des hypothèses sur d'autres types de polluants. Docteur Sylvaine Cordier, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes coordinatrice scientifique de l'étude Metexpo. On vient de le voir dans ce sujet, il y a de la poussière un petit peu partout. Alors comment peut-on limiter notre exposition à ces poussières? Écoutez, dans un pays comme la Nouvelle-Calédonie, c'est pas très facile. Car en fait, on voit que ce sont les sols qui contribuent à la contamination de la population par les métaux, essentiellement. Et, On trouve aussi de la contamination dans l'eau? Il y a la poussière et l'eau? Oui, c'est les sols qui sont à l'origine, disons, de la contamination probable des réserves en eau, à la contamination probable aussi des aliments, et puis aussi à l'introduction de poussières dans la maison qui font que des enfants, par exemple, qui joueraient à terre, ou qui jouent aussi à l'extérieur sur les sols, se contaminent les mains et portent les mains à la bouche et se contaminent aussi comme ça. Donc, est-ce que peut-être avoir une hygiène plus régulière au niveau des mains, c'est la seule chose qui peut nous aider? Une hygiène plus régulière au niveau des mains, à l'intérieur des maisons. Enfin, toutes celles qu'on a pu visiter ont montré que même si les concentrations fortes, la quantité de poussière n'est pas très grande. Donc c'est limité. Ce qu'on peut voir aussi, c'est lorsqu'on fait un excès d'exercice, de savoir quelle est la part de chaque source dans la quantité ingérée,
qui contribuent donc à ce que les gens soient exposés, on s'aperçoit que c'est quand même l'alimentation qui est la principale source. Alors justement, au niveau des alimentations, on se posait la question, certains poissons stockent plus de mercure que d'autres. Est-ce que c'est aussi le cas au niveau des légumes concernant le chrome ou encore le nickel? Est-ce qu'il y a des légumes qui stockent plus que d'autres? Il y a des plantes qui sont connues pour être des réservoirs de nickel. Elles sont, en particulier, elles sont utilisées par exemple pour la remédiation, pour le nettoyage des sols qui ont été exploités. Mais en ce qui concerne les plantes alimentaires, on a très très peu de données là-dessus. Et on a été obligé de faire nous-mêmes finalement les analyses de certains des végétaux qu'on a comparés entre deux villages, par exemple à Vaud et à l'île des Pins. Et on s'est aperçu qu'en lien avec la contamination beaucoup plus forte du sol à l'île des Pins, les légumes feuilles comme les choux, les légumes racines étaient beaucoup plus contaminés que ceux les identiques qu'on avait pu prélever à Vaud. Alors, dans votre étude, vous parlez presque pas des conséquences sur la santé. On a relevé un paragraphe dans votre rapport où vous notez, je cite, un possible retard de croissance. Quand vous parlez de l'exposition des enfants au nickel, c'est inquiétant de lire cette phrase. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus ? Oui, alors ce que je voudrais bien faire comprendre, c'est que les chiffres que vous avez cités sur le pourcentage de dépassement, etc., sont effectivement assez impressionnants. Néanmoins, on n'est pas du tout certain qu'à ces niveaux-là, il y ait des effets sanitaires. Alors pourquoi on n'en est pas certain? Parce que d'une part, il faudrait caractériser, par exemple, dans le cas du chrome, de quel type de chrome il s'agit. Est-ce que c'est un chrome 6, qu'on dit chrome hexavalent, ou est-ce que c'est un chrome 3? Sachant que l'un est toxique, c'est très connu, et l'autre ne l'est pratiquement pas. Donc il faut qu'on puisse se caractériser le mieux possible, plus précisément la source. Là, on sait qu'il y a du chrome, mais on ne sait pas laquelle. Ça serait une étape à suivre maintenant. Est-ce que ça sera l'objet de votre prochaine étude ? Il y a tout un programme d'études à faire qui seront en parallèle. La caractérisation plus fine donc, des formes chimiques de ces métaux, la caractérisation plus fine des aliments contaminés, et puis, comme vous venez de l'évoquer, éventuellement des risques sanitaires possibles. Et vous avez déjà un calendrier pour cela ? On n'a pas de calendrier parce que malheureusement la recherche fonctionne sur financement. Et donc il faut que maintenant on puisse trouver des financeurs éventuels pour pouvoir aller plus loin dans tous ces compartiments, sachant que ce sont des programmes à grande échelle, puisqu'il se trouve que le contact, disons, des Néo-Calédoniens avec les métaux est un contact partout. Et en particulier dans certaines zones, les zones qui sont sur des terrains miniers, qu'il y ait ou non exploitation minière. Par exemple, le sud-est de la province. Docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. En bref, des caillassages du côté de Dembéa. 5 individus, dont un mineur, ont été interpellés et placés en garde à vue. Hier soir, des automobilistes, des piétons, mais aussi les forces de l'ordre ont été victimes de jets de pierre. Une vingtaine de jeunes étaient à l'origine des faits. 3 des 5 interpellés sont déjà connus de la justice. Une enquête est en cours. 20 ans après, le challenge Michelet revient sur la commune du Mont-d'Or à Saint-Louis. Au programme toute la semaine, activités sportives mais aussi culturelles. Aujourd'hui, les jeunes de Saint-Louis ont fait découvrir leur tribu à quelques 350 adolescents venus de tout le pays. Reportage Lindsay Wamo. Pour la première fois, cette quinzaine de jeunes de la commune de La Foix vont découvrir les sentiers de la tribu de Saint-Louis. Leur guide, Rohan et son neveu, des jeunes de la tribu. Il y a juste là. Là, on redescend, mais on se rend pas où on devait passer comme ça. Oui, la chefferie. Là où ils dorment les autres. Là. Ah, mais là, on est passé dans la tribu, on vient du terrain de foot. On est monté dans la tribu, de la route de la tribu, puis là, on monte vers la tire. C'est la rivière, là, le coin rivière. Et pour atteindre cette rivière, il va falloir marcher pendant 30 minutes. Alors, le long du chemin, on commence à faire connaissance. Il y a un mariage là. Ah, c'est là, là, t'as la 10 heures. C'est 10 heures.
Ah, c'est bizarre. Les efforts des jeunes sont récompensés. Aujourd'hui, la rivière est bien fraîche et rien qu'à eux. Les jeunes découvrent également l'un des trésors de la tribu de Saint-Louis. Un trésor vieux de plus de 3000 ans. Il y en a un là, il y en a un là, là devant. Là. Ah oui. Ah, mais les pétroglyphes là avant, mais c'était plus ressorti. Là, tu voyais bien. Ah, j'espère qu'ils vont passer une bonne semaine ici à la tribu. Puis voilà, les sites qu'on va les montrer ou qu'ils auront vu, mais pour eux ça va être net. Ah, mais c'est bien. Pour avoir une autre image aussi de la tribu. C'est pour rencontrer un peu d'autres jeunes, partager, apprendre à se connaître les uns les autres. Mieux apprendre à se connaître, nos jeunes auront tout le loisir de le faire durant ces 4 jours qui s'annoncent bien remplis. Bonne continuation aux jeunes. Passons à notre page consacrée à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ce soir, nos Cagous affronteront le Honduras. Notre équipe sait qu'elle a une carte à jouer. Hier, les Calédoniens ont analysé la stratégie de jeu de l'équipe adverse. Nous étions au cœur de la séance vidéo. Reportage. Le numéro 8 au milieu de terrain, c'est ce qu'il y a de mieux, on va dire, au milieu de terrain. Donc lui, il reste principalement devant la défense. Et il essaie de récupérer, jouer simple, Pas tellement, on va dire, au niveau offensif. On ne le voit pas trop au niveau offensif. Il reste vraiment sur juste devant la défense, discipliné. Dès le départ, ils ont une organisation comme vous, tu l'avais dit. Donc vous voyez la ligne de 4 ici, milieu de terrain, avec l'attaquant devant. Voilà. Tout à fait classique. C'est la façon dont nous, on a un petit peu travaillé, en se mettant sur un bloc médian, donc un mi-terrain. D'accord, ils ne vont pas forcément prendre et chercher. Ça fait que Cameron, notre défense, dans ce point-là, on pourra peut-être ressortir et jouer au ballon un peu plus que ce qu'on a fait contre la France. On va pouvoir essayer de sortir et jouer. Ok? Parce que là, il risque de vous laisser la sortie possible. Notre attaquant côté droit ou notre défenseur sur le côté droit ou notre défenseur central à droite, vraiment, c'est lui l'élément à surveiller, le plus dangereux. Voilà, le match est à suivre sur notre antenne à partir de 1h cette nuit. Jamie Waymo et Adrien Espinoza seront avec vous. Ils vous donnent rendez-vous pour partager cette rencontre. Allez donc les Cagous. Cyclisme à présent, Victor Lafay de l'équipe OPT remporte la première étape de la 47e édition du Tour Air France de Nouvelle-Calédonie. Une soixantaine de coureurs étaient au départ de Ouvéa ce matin et c'est un Calédonien qui a remporté le contre-la-montre, Florian Barquette de l'équipe Shell Pacifique en 13 minutes et 57 secondes. Le Néo-Zélandais David Rowlands de l'équipe ACLN d'MBA remporte lui le général. Demain, le tour partira de nouveau d'Ouvéa. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans notre page sport. Soigner avec des plantes médicinales, un savoir-faire ancestral que Maria, médecin généraliste, s'attache à décrypter. Nous la suivons depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, elle s'est rendue au cabinet d'une guérisseuse d'un genre nouveau. Reportage Guillaume Claire, Jérôme Baudenès et Aligal Productions. En banlieue de Nouméa, je rencontre une guérisseuse qui réclame une reconnaissance. Elle est très réputée. Des gens de tout le pays viennent la voir. Je passe comme ça pour sentir la maladie. Parce que la maladie, je suis avec ma main. Et puis après, j'ai dit l'origine, c'est ici. Mais après, elle commence à partir pour gagner les endroits. Et après, quand je sens que la maladie, elle est là, c'est là que je... C'est là que vous massez? Je masse. D'accord. Ce don, elle l'a reçu de ce guérisseur. Il lui a donné son pouvoir 2 ans avant sa mort. Donc les gens, quand ils viennent vous voir, en général, ils viennent pour quoi?
Ben, en général, ils viennent parce qu'ils ont un problème de couple, un problème avec les enfants, que ils écoutent plus, soi-disant qu'ils ne veulent plus aller à l'école. Et vous avez un rôle de soutien, d'aide psychologique, familiale, d'écoute familiale. Comme ça, peut-être ça fait partie de mon pouvoir parce que j'ai eu des gens, il y a des enfants arrivés ici, il y en a qui criaient pour les enfants et tout. Et puis après, je me suis dit, il faut essayer de calmer, il faut faire encore un petit bisou pour faire sentir à l'enfant que vous aimez beaucoup. Eliane, c'est une boule d'amour. Les gens viennent la voir pour la santé. Mais derrière, il y a souvent d'autres problèmes. Le travail, le couple, l'argent. Eliane, elle écoute. Elle passe ses mains. Elle donne des plantes. Et les gens adhèrent. Philémon en fait partie. Quand il a rencontré Eliane, il prenait 11 cachets par jour pour des problèmes cardiovasculaires. Aujourd'hui, il ne prend plus rien. Tu vois, arrêt total, c'est ça. Donc ça, c'est avril 2016. Arrêt total des médicaments, alors qu'il y avait 11 médicaments. Aujourd'hui, Philémon est devenu son mari et son assistant. Il a mis en place une organisation bien huilée. Ça, c'est des plantes qu'on peut stocker. C'est Eliane qui les cueille. Et après, donc vous, sur les conseils, sur les recettes d'Eliane et tout ça, vous préparez. Je prépare, mais toujours sur les dosages d'Eliane. Voilà, toujours sur les dosages d'Eliane. Je ne peux pas faire tout seul comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Jamais, jamais. Et tout ça, c'est des bidons. On met les médicaments qui sont déjà bouillis dans ces marmites-là, bouillis ici, et on les met dedans. Voilà. Et donc vous me disiez, donc là, les bouteilles, il y a un système donc d'abord de stérilisation. Oui, oui. Et après, vous remplissez avec la préparation qui est là dans les bidons. Voilà, c'est pour ça que c'est marqué d'ailleurs les bouteilles. Ouais. Voilà, ça donne une bouteille préparée, c'est ça. D'accord. Voilà, et on marque pour que ça soit facile quand elle explique aux gens. On ne passe pas une journée sans penser aux médicaments. Hein, ça, oui, c'est un travail à plein temps. Pour l'accueil des patients aussi, tout a été bien pensé. Un espace d'attente a été aménagé, il y a des horaires d'ouverture et il y a même des tickets pour la consultation avec Eliane. Après la consultation... Si la personne doit baigner avec ce médicament, elle va les envoyer ici. Et une fois qu'ils sont prêts, moi je prépare ça. Les médicaments, c'est ça, c'est ces deux bidons-là. Eliane va mettre tous ces plantes dedans. Voilà, l'eau, je récupère comme ça. Et je vais passer comme ça. Voilà, alors là, c'est les doses, c'est Eliane qui donne les doses par bain. Et je vais ajouter de l'eau après d'ici. Les médicaments finis, ça donne ça. Autrefois, c'était pas comme ça. C'était écraser ces plantes et Eliane frottait le corps des gens. Mais vu qu'on passe trop de temps, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle a eu l'idée de mettre tout dans l'eau et récupérer seulement par l'eau. Le liquide. Voilà. Et on gagne énormément de temps dessus. On dirait un cabinet professionnel. Tout est organisé. Il y a même une grille de tarifs. Et ils cotisent, tous les deux, à la sécurité sociale. C'est difficile parce qu'au départ, il y avait personne qui était déclaré. Oui, personne n'était déclaré en tant qu'agresseur. Voilà. Maintenant, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont déclarés, mais au départ, c'était difficile. Donc, eux, là-bas, à la CAFAT, ils disent c'est quoi ce métier? Donc, mais on a dit, c'est pour aider les gens avec des plantes. D'accord. Et vous êtes du coup employé comme assistant. Assistant à Eliane, voilà. Avec Eliane qui est guérisseuse déclarée. Mais tout ça c'est déclaré et tout ça, on paye les impôts avec. Hein. Avant, Eliane travaillait dans l'ombre. Aujourd'hui, elle paye des impôts et elle souhaite être reconnue. Demain, Maria se rendra au gouvernement qui réfléchit à des changements majeurs sur le système de santé de notre pays. Suite à un problème technique, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser ce soir le reportage consacré aux coupures d'eau sur Koné. Nous reviendrons sur le sujet demain. Veuillez nous en excuser.
Avant de nous quitter, je vous propose de finir sur ces images du spectacle Vanua Fire. Cette troupe spécialisée dans la manipulation du feu nous vient tout droit du Vanuatu. 9 des 23 danseurs de la troupe sont actuellement en Nouvelle-Calédonie. Regardez. Voilà, ce vendredi, la troupe sera à Nouméa au MV Lounge. Le samedi 21 octobre, elle sera à Népouy pour les 25 ans de l'association Omnisport. Et enfin, dimanche 22 octobre, au Centre culturel du Mont d'Or. Voilà, c'est la fin de ce journal. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Merci à toute l'équipe pour cette journée. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre émission Bienvenue dans la bande. Falaï Wedro et Michel Pimbé vous parleront des dernières sorties culturelles. Bonne soirée sur Calédonia.